Chers amis, petite interruption dans votre programme. Je vous dois quelques explications avant de commencer cette interview avec Francesca G, que vous connaissez peut-être. Elle fut l'une des victimes de Gabriel Matzneff et son témoignage a été complètement invisibilisé alors qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Cependant, vous allez voir une vidéo censurée. Pas de panique à bord, je vais vous expliquer comment accéder à la vidéo non censurée. Pourquoi la vidéo qui suit sur YouTube est censurée? Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, il y a des révélations très tendues. Sincèrement, vous connaissez mon engagement dans la lutte contre la pédocriminalité, vous savez que je suis ce sujet depuis plusieurs années maintenant, et c'est la première fois que j'ai entendu certains éléments avancés par Francesca G, des éléments autour de l'affaire Matzneff évidemment, mais qui vont au-delà de ça, où on parle de sujets sensibles qui mêlent la géopolitique, qui mêlent la franc-maçonnerie, qui mêle ce genre de choses. Donc, vous avez compris l'idée. Si on laisse ça sur YouTube, ça va pas faire long feu. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir la vidéo en version censurée sur YouTube. Vous allez voir des bips sur les passages les plus chauds. Si vous voulez la version non censurée, elle est évidemment disponible gratuitement. Il vous suffit juste de la télécharger sur le lien qui est en description. Vous demandez comment pour la recevoir par mail, quoi. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Je peux pas vous envoyer la cassette, mais nous avons pris ce choix-là, nous avons fait cette décision pour éviter la casse sur la chaîne YouTube, tout en faisant le travail juste milieu de vous proposer une version non censurée, accessible tout à fait gratuitement, mais d'une autre manière. Elle est hébergée sur nos serveurs, sur qui personne ne peut rien, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, les amis, ce qui vous attend, vous pouvez découvrir cet échange dès maintenant. Et pour la version sans les bips, lien en description. Maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo. Excusez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu aujourd'hui pour un nouvel échange, un nouvel interview. Et je suis très honoré de recevoir aujourd'hui un visage que vous connaissez sûrement si vous vous intéressez aux thématiques que l'on traite de temps à autre sur Juste Milieu. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Madame Francesca G. Avant toute forme de débat, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et je vous remercie beaucoup de me recevoir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Vous êtes évidemment la bienvenue pour évoquer. Alors, on va revenir avec vous, bien sûr, sur l'affaire Matzneff, dont vous avez été la victime. Vous avez évoqué cela dans ce livre, L'arme la plus meurtrière, sorti en septembre 2021. Vous aviez fait le choix de l'auto-édition à l'époque, un ouvrage sur lequel nous reviendrons, mais on vous reçoit aussi pour un nouveau livre où vous prolongez cette réflexion, cette analyse dans les tréfonds de ce qu'on appelle désormais l'affaire Matzneff, à la lumière du livre Le consentement de Vanessa Springora, qui a permis de ressortir l'affaire des tiroirs dans lesquels on l'avait rangé de manière assez confortable. On pensait avoir oublié ça, on l'a ressorti, mais finalement, c'est peut-être encore pire qu'avant. On va revenir avec vous sur tout ça. Vous avez évoqué cela dans un nouveau livre sorti en décembre 2024, donc il y a peu, on est dans l'actualité. Ce livre, c'est Le scandale du consentement, les secrets de l'affaire Springora-Matzneff, dont la couverture s'affiche à l'écran. Est-ce que, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de cet ouvrage, de ce deuxième ouvrage? Qu'est-ce qui vous a poussé à prolonger votre témoignage et prolonger votre réflexion dans les arcanes de l'affaire Matzneff? Alors, d'abord, je voudrais rappeler que mon premier livre, je trouve Matzneff est un personnage beaucoup plus intéressant que moi. Moi, je ne suis pas très intéressante, je suis juste une personne très ordinaire. Donc, déjà, dans mon premier livre, je disais tout ce que je savais à l'époque sur Matzneff, mais j'ai découvert beaucoup de choses nouvelles depuis. Et l'autre chose, c'est que j'ai eu énormément de problèmes à publier ce premier livre, L'arme la plus meurtrière. Vraiment, tout a été fait d'abord pour m'empêcher de le publier, ensuite pour m'empêcher de le distribuer et pour m'empêcher de le vendre. D'ailleurs, les embûches continuent aujourd'hui puisque je veux dire, je n'arrive pas. Un distributeur avec qui j'avais signé un contrat, qui d'ailleurs est échu, continue à le vendre sans me verser un sou, sans me faire de rapport, et bien que je lui ai interdit de continuer à le vendre. Donc tout ça, si vous voulez, je comprenais que cette affaire, et en tout cas mon implication dans cette affaire, n'avait rien d'ordinaire. Et c'est pour ça que l'an dernier, j'ai commencé à écrire un nouvel ouvrage où je revenais sur différents aspects
à la fois des problèmes qui m'avaient été faits, ce que j'avais découvert sur Matzneff, ce que j'ai découvert sur Vanessa Springora, qui n'est pas exactement la gentille Agnelle que nous présentent les médias, et ce que j'ai découvert sur cette thématique du consentement, qui est un thème martelé par le gouvernement d'Emmanuel Macron, si je ne me trompe, depuis son élection en 2017, puisque sa première garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a été chargée de préparer une loi sur le nouvel âge de consentement. Donc, on est vraiment en pleine actualité avec ça. Et donc, si vous voulez, je suis une personne, voilà, il se trouve que je suis journaliste, même si là j'ai atteint l'âge de la retraite, et que ça fait très longtemps que j'écris sur Matzneff, en fait, et depuis 2004, en 2004, j'avais un manuscrit achevé que je n'ai pas pu publier parce qu'on m'en a empêché. Et justement, pour remonter cette chronologie, vous évoquez ce manuscrit que vous aviez déposé dans les plus grandes maisons d'édition parisiennes, qui en 2004, à l'époque, vous avez refusé ce témoignage où vous décriviez l'emprise de Gabriel Matzneff, ce qu'il avait pu commettre avec vous comme avec de nombreuses autres personnes. Et vous dites qu'à l'époque, ce texte qui est sensiblement un récit similaire à celui qu'a fait Vanessa Springora et qui a été publié ensuite, on reviendra sur son personnage parce qu'en tant qu'ancienne responsable de la maison d'édition Julliard, elle avait des contacts dans le monde de l'édition qui ont peut-être pu faciliter les choses, on y reviendra. Mais vous, à ce moment-là, on vous refuse la publication en disant que les esprits ne sont pas prêts à entendre cela, c'est ça ? Oui, en fait, c'est même plus compliqué que ça parce que Albin Michel avait commencé par l'accepter. Et après l'avoir accepté, c'est-à-dire que moi, j'avais rencontré le directeur littéraire, Thierry Pfister, qui l'avait accepté. Et c'est son comité de lecture qui a dit non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas un sujet. Et dans ce comité de lecture, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez, vous aviez dit au New York Times, un grand journal américain qui avait fait tout un papier sur vous et sur votre histoire, que dans ce comité de lecture, il y avait 2 personnes proches de Gabriel Matzneff, c'est ça, ce qui aurait pu motiver le refus. En fait, je crois que l'article, je ne me souviens plus exactement, mais je me demande si l'article en question n'était pas paru plutôt dans Le Monde. Non, mais là, il s'agissait de Grasset. Parce qu'après le refus d'Albin Michel, moi, j'avais continué. J'avais contacté plusieurs autres maisons d'édition. Et pour finir, on m'avait dirigé vers Grasset. Et Grasset, si vous voulez, c'est la base des opérations depuis 50 ans de Bernard-Henri Lévy, qui est un protecteur de Matzneff, qui est sans doute le principal protecteur de Matzneff ces dernières décennies. Et là, j'avais eu droit à un véritable petit cirque où on me disait non, mais ça, c'est pas assez bien, il faut changer. Donc, en tout, j'ai présenté 3 versions, c'était jamais assez bien. Et puis, en même temps, on me mettait en garde en me disant vous prenez des tas de risques, ces gens vont vous attaquer, Matzneff a beaucoup d'amis. D'ailleurs, il faut se demander pourquoi Matzneff avait beaucoup d'amis. Je veux dire, de quel droit avait-il beaucoup d'amis? Quels étaient ses réseaux? Et ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et à la fin, j'étais tellement, au bout de 2 ans avec Grasset, de ce petit manège de Grasset, j'étais tellement dégoûtée qu'effectivement, j'avais arrêté. Mais j'ai toujours continué à écrire, en fait. Et en prenant le sujet sur toutes sortes d'angles différents et tout en étant persuadée que ça ne valait pas la peine de contacter les éditeurs parce que Matzneff était intouchable. Et voilà que fin 2019, tout d'un coup, il n'est plus du tout intouchable, ou alors il devient intouchable dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est un proscrit que plus personne n'a le droit de mentionner ni de fréquenter, ça devient interdit de lui parler. Parce que tout d'un coup, il a été lâché, et non seulement lâché, mais présenté, d'un coup, il devient le mal personnifié. Voilà. Et c'est vrai que ce que vous dites comme Matzneff a beaucoup d'amis, entre guillemets, c'est vrai que c'est la question initiale qui se posait dans les années 70, quand il a commencé à écrire ses livres où il racontait ses abus, il racontait tout cela.
déjà à ce moment-là, on avait une société organisée autour de lui. Cette société qui a rendu possible Gabriel Matzneff, dont certains intervenants sont encore présents aujourd'hui dans les élites bourgeoises et culturelles parisiennes. On retrouve les mêmes personnages. Qu'est-ce qui, d'après vous, a rendu possible cette mécanique où un agresseur sexuel notoire puisse dire « j'ai beaucoup d'amis », puisse avoir une telle influence malgré la gravité de ses faits? En fait, alors l'une des choses que je fais dans ce dernier livre, ce nouveau livre, le scandale du consentement, c'est que je regarde d'où vient Matzneff. Et Matzneff vient du milieu de l'édition. Son père était lui-même, bon, son père était surtout un occultiste et d'ailleurs un escroc, mais il était aussi un éditeur de revues et de livres. Et surtout, le beau-frère de son père était un personnage à la fois très puissant et pas très net, qui s'appelait Jean Missler, qui a été directeur général de la librairie Hachette. Hachette étant d'ailleurs la maison mère de Grasset. Et même si bon, on n'est pas dans les mêmes époques du tout. Hein. Et Missler ayant aussi été le secrétaire secrétaire perpétuel de l'Académie française. Donc c'était quelqu'un qui représentait quelque chose d'important dans la vie de l'édition et en France. Et ce, pendant une période assez longue, 20 ou 30 ans. Oui, c'est ça, à peu près de l'après-guerre jusque dans les années 80. Et donc, dès sa grande jeunesse, il a bénéficié d'appuis extrêmement puissants, tels que celui d'Henri de Monterland, tel que celui Henri de Monterland étant à l'époque un écrivain très connu, publié de son vivant dans la Pléiade, académicien lui aussi, et de l'éditeur du journal Combat, qui était un quotidien, disons, qui n'avait pas vraiment de ligne politique très claire, mais qui était un quotidien de grande liberté de parole jusque dans les années 60-70. Et après quoi, il a rencontré d'autres gens, je vous dis, comme Bernard-Henri Lévy, qui ont suivi. Et moi, ce que j'ai découvert dans mon enquête, c'est qu'il était vraiment en contact avec énormément de gens très puissants, avec plusieurs présidents de la République. On savait déjà pour Mitterrand et Pompidou. Il a aussi été invité à l'Élysée sous Sarkozy. Et puis, il y avait un autre président, alors là, du coup, je ne me souviens plus lequel, excusez-moi. Et il connaissait toutes sortes de ministres. Il était à tu et à toi avec des gens qui sont vraiment, qu'on s'étonne de trouver dans son entourage. Est-ce que vous voulez que je continue? Je vous en prie, vous êtes là pour ça, prenez tout le temps que vous souhaitez. Voilà. Alors, une autre chose, c'est que moi, tout en étant une personne, je dis lambda, sans aucun intérêt particulier, il se trouve que je suis la fille d'un... Ce point-là, je me permets d'intervenir parce que l'idée, c'est que voilà, comme on est dans un espace de non-censure où toutes les idées justement doivent être évoquées, ce que vous dites là rappelle directement la mécanique de l'affaire Epstein. Et on a aussi de gros soupçons sur des liens entre Jeffrey Epstein et le Mossad, potentiellement par le père de sa femme, Ghislaine Maxwell, par exemple. Oui, sa petite amie, oui. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, moi, dès l'année 2020, j'ai pensé, je voyais l'affaire Matzneff comme une sorte d'affaire Epstein à la française. Il y a beaucoup de différences aussi parce que, alors, d'abord, les ressemblances, c'est effectivement c'est cet usage du compromat et avec des mineurs, en utilisant des mineurs. Et moi, ce que je remarque, ce qui est très frappant chez Matzneff, c'est qu'il a beaucoup utilisé ces techniques de compromat pour se protéger lui-même. Alors, je ne
connais pas suffisamment les détails de l'affaire Epstein pour savoir si c'était la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que Matzneff avait un carnet d'adresses long comme le bras et qui comprenait enfin, l'essentiel des élites politiques, parce qu'il avait aussi, enfin moi là je vous ai parlé des hommes de pouvoir, mais il avait aussi énormément de contacts, aussi bien à l'extrême gauche, notamment communiste, et à l'extrême droite, notamment dans ce qu'on appelle la nouvelle droite ou la droite païenne. Et il était aussi infiltré. Alors dans l'Église orthodoxe. Alors, bon, certaines personnes critiqueront peut-être ce terme d'infiltré parce que lui-même dit qu'il est un croyant, etc. Mais en fait, il n'arrête pas de mettre Jésus-Christ sur le même pied que Dionysos et des choses dans ce genre-là, enfin, qui personnellement me font douter de la nature vraiment chrétienne de sa foi orthodoxe. Et cette implication que vous évoquez, enfin, ces liens potentiels avec des services secrets extérieurs, c'est une révélation assez dingue, parce que ce serait c'est la première fois, en tout cas, autour de cette affaire Matzneff, que j'entends ces possibles liens. Vous pouvez, enfin, c'est un lien potentiel que vous tissez, ou vous en avez des éléments solides pour affirmer cela? Bah, si vous voulez, alors évidemment, je n'ai pas une déclaration signée de Matzneff. C'est tout un ensemble en fait d'indices que je réunis dans ce nouveau livre. Et en fait, ce que j'ai découvert en enquêtant pour ce livre, c'est que la révolution sexuelle, entre guillemets, en France elle-même, a été faite par un seul homme qui s'appelait Pierre Simon, qui était un médecin franc-maçon, qui a dirigé à plusieurs reprises, qui a été grand maître de son obédience, la Grande Loge de France, pendant un certain nombre d'années. Et on peut résumer les grands moments de cette révolution sexuelle en 3 étapes. La première, c'était la... C'est vrai que pour Pierre, sur le cas de Pierre Simon que vous avez évoqué, pour que nos téléspectateurs comprennent bien le pouvoir dans l'ombre de ce monsieur, c'est celui que l'on considère être le père du planning familial, par exemple. Pour dire à Exactement. quel point... Oui, ça, j'en ai pas parlé, mais en dehors de ces trois disons, réalisations qui ont été la loi sur la pilule, le rapport Simon sur la sexualité des Français et la loi sur l'avortement, il est le créateur du planning familial. Il a fait énormément pour diffuser toutes sortes de méthodes de contraception avant la pilule. C'est lui qui a fait venir le stérilet en France, je crois. Il faisait des démonstrations semi-publiques avec des prostituées pour montrer comment il fallait poser, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin une forme de contraception interne qu'il y avait à l'époque. Il a fait beaucoup de choses. Et il était très proche, justement, de Robert Boulin, dont je vous parlais au début, qui lui-même connaissait bien Matzneff. Et cette enquête-là, oui. Je vous en prie. Non, allez-y. Cette enquête-là que vous avez menée, j'imagine qu'elle s'est faite sur plusieurs cercles, dans plusieurs domaines, le monde du journalisme que vous connaissez bien, par exemple. Et dans le premier cercle, dans le cercle familial, est-ce que vous avez pu aussi récolter des éléments de la part de membres de votre famille, récolter certaines preuves ou pas? Comment s'est passée aussi cette enquête par rapport à votre cercle plus proche? C'est quelque chose de vraiment très pénible à évoquer parce que alors au début, si vous voulez, d'abord j'ai été dans le déni par rapport à ça pendant très longtemps, et ça fait mon père est mort il y a 10 ans, et quelques années avant sa mort seulement, on m'avait dit qu'il était un agent israélien. Alors, pour moi à l'époque ça voulait rien dire parce que je ne connaissais pas du tout ces sujets. Bon, je lui ai quand même posé la question et il m'a fait une réponse. Il m'a dit, les informations que j'avais, je les mettais dans mes articles.
alors moi, je me suis dit, bon, ça veut dire que ces activités, enfin, comme pas mal de journalistes, hein, il faut bien le reconnaître, ça voulait dire qu'il était payé, ou peut-être même pas payé d'ailleurs, mais pour publier des informations qui allaient dans le sens des intérêts israéliens. En fait, pas du tout. Ça allait bien, bien au-delà de ça. D'abord, quand j'étais enfant, euh, en 67, en 67, vous avez eu ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Donc, c'est une guerre qui a permis à Israël de gagner des territoires, enfin de s'étendre territorialement de façon tout à fait significative, avec la conquête de la Cisjordanie, des hauteurs du Golan, donc prise à la Syrie, la Cisjordanie, je ne sais plus à qui, à la Jordanie, j'imagine, et le Sinaï pris aux Égyptiens. Mais la raison pour laquelle Israël a pu s'emparer de tous ces territoires, c'est parce que ce petit pays avait accès avait une aviation absolument supérieure à celle de tous ses ennemis arabes, qui était fournie par la France. C'est-à-dire, c'était des avions des établissements Marcel Dassault, et en particulier le fameux avion de chasse qui s'appelait le Mirage. Donc en 67, mon père est devenu. Après, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle de la complicité entre mon père et Matzneff. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'était incroyable, c'était invraisemblable, parce que bon, il y a certaines choses que je dis dans mon premier livre, L'arme la plus meurtrière, dont je n'ai pas forcément envie de répéter ici, mais mon père avait toutes les raisons de détester Matzneff. Et en plus du fait que ce type s'en prenait à sa fille de 15 ans. Et au lieu de ça, ils étaient copains, j'ai envie de dire copains comme cochons. Et dès qu'il l'a pu, c'est-à-dire quand j'avais 16 ans, donc moins d'un an après que j'ai rencontré Matzneff, mon père venait d'acheter une maison dans le Midi. Il m'a amené, comme mes parents étaient séparés, mais il avait le droit de m'emmener en vacances. Donc, il m'a emmené dans cette maison et il a invité Matzneff. Et il y avait entre eux une complicité telle que, franchement, j'étais très, très mal à l'aise. Enfin, j'étais furieuse, et puis j'étais aussi je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Et quant à ma visite à Bruxelles, ma visite forcée à Bruxelles pour rencontrer les Israéliens, bon, il se trouve que Matzneff, c'est un fétichiste des lettres. Donc, il s'est fait envoyer des lettres par toutes sortes de personnes avec qui il a eu des liaisons. Mais moi, c'était la première. C'était avec moi qu'il a mis au point ce dispositif. Et il garde tout. À un moment donné, quand j'avais 30-35 ans, je lui ai demandé de me rendre mes lettres. Il a refusé. Par contre, il a tout photocopié. Et enfin, pas tout, mais il en a photocopié un grand nombre qu'il m'a envoyé. Et c'est comme ça que j'ai la photocopie de cette lettre, y compris celle de l'enveloppe avec le cachet de la poste et tout ça, et où je parle des amis israéliens de mon père. Et lui-même mentionne cette lettre dans son journal, en oubliant juste un détail, c'est qu'il s'agit d'Israéliens. Allez-y. Non, allez-y. Non, je vous en prie. Allez-y. Ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il faut que je vous écoute. Mais vous avez raison. Posez-moi des questions, parce que effectivement, comme ça peut paraître bizarre que d'un coup je me mette à accuser des gens. Le fait que l'enjeu ce soit celui-là, ça explique aussi les très nombreuses attaques auxquelles j'ai eu droit de la part des gens de Grasset. Enfin, quand je dis les gens de Grasset, c'est principalement Bernard-Henri Lévy et Olivier Nora. Et d'ailleurs, c'est à eux deux que j'ai dédicacé mon nouveau livre, parce qu'ils m'ont tellement... Alors, je n'ai plus la dédicace en tête, mais c'est quelque chose comme...
pour Bernard-Henri Lévy et Olivier Nora, dont la constance à me persécuter a inspiré cet ouvrage. C'est vraiment eux qui m'ont dit, mais il faut que j'aille au fond de cette affaire, quoi. Au début, je pensais qu'il s'agissait juste de m'empêcher de faire de l'ombre à Vanessa Springora ou de m'empêcher de dire qu'en 2004, Grasset n'avait pas voulu, avait fait en sorte que je ne puisse pas publier mon premier livre. Mais en fait, ça va bien ça. Et Mais on sait que Bernard-Henri Lévy, lui, il est chez Grasset depuis 1974, plus de 50 ans. Donc, il relaie, je veux dire, c'est le relais officiel en géopolitique des intérêts israéliens. Mais il ne s'intéresse pas qu'à la géopolitique, il intervient sur toutes sortes d'autres sujets. Mais pour beaucoup plus vous, nationaux. qu'est-ce qui explique ce revirement de situation où cette affaire Matzneff qu'il ne fallait surtout pas évoquer, qui avait été complètement mise à l'ombre, avec le consentement en 2019, ça devient une affaire tout à fait mise en avant, que l'on peut évoquer, qui a même été adaptée en film, on y reviendra. Comment vous avez vécu ce basculement et qu'est-ce qu'il veut dire du traitement de cette affaire et tous les embranchements que vous venez d'évoquer? Alors, d'abord, il faut savoir que Matzneff se brouille, il a un très mauvais caractère. Il a eu une longue vie parce que là, quel âge a-t-il? Il a 88, il va avoir 80, oui, il a 88 ans. Et il s'est brouillé avec beaucoup de monde au cours de sa vie. Moi, j'ai beaucoup lu son journal. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est en fait, il y a plusieurs choses. Donc, je vais essayer de dire les choses dans l'ordre. D'abord, il est très probable qu'il se soit fâché avec beaucoup de monde et qu'il se soit fait beaucoup d'ennemis. On en trouve la trace dans son journal. On voit qu'il y a des gens avec qui il était très ami et puis tout d'un coup, ils ne se parlent plus, ils sont à couteau tiré, etc. Et en plus, il y a cette utilisation du compromat. La façon la plus visible dont ça a été utilisé, c'est justement contre l'adjoint au maire de Paris, Christophe Girard. C'est Christophe? Ouais. Oui, Oui. Girard, dont il était les deux étaient très amis. Et en 2020, c'est à lui qu'était dédié le livre dans lequel Matzneff évoque sa liaison avec Vanessa Springora, qui s'appelle La prunelle de mes yeux. Et c'était déjà une façon de le compromettre, parce que dans ce livre, Matzneff raconte comment Girard, en fait, a subventionné, a payé pendant 4 ans une chambre d'hôtel qu'il occupait boulevard Saint-Germain, où il a reçu Vanessa Springora, mais aussi des dizaines d'autres mineurs, avec l'argent du groupe. Attendez, est-ce que c'est avec la Fondation Saint-Laurent Pierre Berger ou la maison, l'argent même du groupe, qui chapeautait la maison de couture, je ne sais plus. En tout cas, voilà, donc il le balance. Et après ça, Girard, politiquement, il est fini, quoi. Parce qu'il a été obligé de démissionner de son poste d'adjoint. Et puis, oui, il n'a plus aucune crédibilité politique. Donc, il y a d'une part le fait que Matzneff s'est fait beaucoup d'ennemis. Ensuite, il y a le fait que le récit que lui a publié de sa liaison avec Vanessa Springora va complètement, décrédibilise complètement la publication du livre de celle-ci. Je m'explique. Donc, Matzneff rencontre Vanessa Springora quand elle a 13-14 ans à un dîner. Vanessa Springora se garde bien de dire chez qui était ce dîner. Ce dîner était chez une dame aujourd'hui décédée
qui s'appelait Ariane Fasquelle et qui était la fille du patron de Grasset. Et c'est Grasset qui d'une part, ne veut pas publier, enfin, me dissuade de publier mon livre en 2004, et ensuite publie celui de Vanessa Springora. Donc, vous voyez un peu le problème. Parce que parce que Ariane Fasquelle ne s'est pas contentée si vous voulez, d'être la maîtresse de maison du dîner où la rencontre a eu lieu, c'est qu'après, elle a beaucoup protégé cette liaison. Parce qu'elle était l'amie de la mère de Springora, et en tant que telle, tout ce monde se rencontrait très amicalement, même, je veux dire, en dépit du fait qu'on avait quand même une liaison entre une fille de 14, 15, 16 ans, je crois. Ça s'est arrêté quand elle avait 16 ans, et un type qui avait 49, 50, 51. Et c'est allé à tel point qu'il y a eu des dénonciations à la police, à la brigade des mineurs. Donc, il y a eu un corbeau a envoyé des lettres anonymes. Des lettres anonymes qui impliquaient Matzneff et aussi Ariane Fasquelle, dont le père, je le rappelle, alors son père c'est Jean-Claude Fasquelle, qui était donc quelqu'un d'important dans l'édition française, qui a dirigé Grasset jusqu'en 2000, après quoi c'est Olivier Nora qui lui a succédé, mais qui est resté jusqu'à sa mort président d'honneur. Donc, et sa mort, c'était bien après la sortie du livre, donc il était bien présent. Voilà. Et donc, Matzneff s'amuse aussi à faire du compromat avec ça, c'est-à-dire à lancer des petits avertissements à l'égard d'Olivier Nora et de Jean-Claude Fasquelle, en rappelant à quel point il était ami de leur fille et quel rôle celle-ci. Et celle-ci, il l'appelle son ange gardien parce qu'elle a protégé ses amours avec Vanessa Springora. Donc ça, c'était une raison pour laquelle il fallait faire disparaître un certain nombre d'écrits de Matzneff, et c'est ce qui a été fait dès janvier 2020. Alors, il s'agit donc plus de 15 volumes de son journal, soi-disant intime, et qui était publié chez Gallimard. Mais Antoine Gallimard a tout de suite cédé. Il a dit oui, on les retire, on les retire. Et depuis, du coup, c'est très difficile de retrouver, de lire le journal de Matzneff et de confronter les différentes versions de cette histoire avec Springora. Mais dans ce cas-là, avec ce que vous dites, effectivement, qui est saisissant, et on comprend en fait toutes les intrications et les liens entre ces différents acteurs, comment expliquer la sortie du livre? Le consentement de Vanessa Springora, ça ressemble à un contre-feu. Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que le temps est passé, ça c'est important, parce que Matzneff étant devenu un vieux monsieur acariâtre qui s'est fâché avec de plus en plus de monde, qui n'intéressait plus grand monde comme auteur. Et aussi, et surtout, il y a eu l'opération connue sous le nom de MeToo. Il y avait eu moi qui avais écrit un livre qui n'ait pas pu le publier en 2004. Après, il y a Vanessa Springora qui elle est beaucoup mieux placée parce qu'elle est éditrice. Et ils se sont dit, non, mais ça, de toute façon, ça va sortir. Donc, prenons les devants et gérons l'opération en interne. Je pense qu'il y a eu ça. Il y a peut-être une dimension de règlement de compte, justement, à l'égard de Matzneff. Avec une attitude sans doute qui a été assez menaçante à son égard. Il fallait à la fois l'empêcher de parler, l'empêcher de s'exprimer. Cela dit, il n'a pas fait l'objet de poursuites parce que de ce point de vue-là, il ne s'est rien passé. Il y a
comment est-ce qu'on appelle ça, une instruction qui a été ouverte en janvier 2020. On n'en entend plus parler. Enfin, je veux dire, elle n'a jamais été close officiellement, mais on n'en entend absolument pas parler. Et Puis il y a eu tous les faits sont prescrits, malheureusement. avec elle, oui, mais justement, l'idée, c'était de voir s'il y avait des faits non prescrits. Et, et puis ensuite, il y a eu une deuxième plainte qui a été déposée par une association pour apologie de pédocriminalité. Et celle-là, elle n'était absolument pas prescrite puisqu'elle portait sur Pour ce genre de dossier, il y a une fenêtre de tir de 3 mois. Et comme Matzneff venait de répéter en janvier 2020, il répétait encore que son histoire d'amour avec Vanessa était l'une des merveilles du monde, il était tout à fait possible de le poursuivre. Et là, par contre, l'avocat de l'association qui a porté plainte a fait une erreur de procédure et ça a été enterré. Voilà. Et l'affaire a été enterrée parce que une fois que le tribunal a examiné le dossier et a relevé l'erreur de procédure, oui, les 3 mois étaient passés, on ne pouvait plus rien faire. Donc il a été, si vous voulez, il a été lâché, mais pas entièrement. Ça aurait pu être plus grave pour lui. Et alors, j'essaye de réfléchir, de voir si j'ai trouvé. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce qu'il y a encore des aspects? Absolument, absolument. C'est vraiment voir voilà, comment vous avez perçu la sortie de ce livre. Est-ce qu'il pourrait l'expliquer? Effectivement, vous donner plusieurs éclaircissements à ce sujet. Et un livre, on le disait tout à l'heure, qui a été suivi d'un film. Un film, Le Consentement. Mais oui, et alors, c'est pas seulement ça, c'est un livre, si vous voulez, qui a fait l'objet d'une promotion hallucinante. Par exemple, alors je ne sais pas si on peut retrouver l'extrait, mais Vanessa Springora est invitée au moment de la sortie du film. Le film, c'était fin 2023, automne 2023. Donc en 2023, Vanessa Springora, pour la sortie du film, est invitée dans l'émission de Yann Barthès, qui lui dit depuis votre livre, le mot consentement est entré dans la langue des Français. Bon, enfin, c'est une façon de voir les choses. Vous avez fait changer la société, etc. Et elle répond benoîtement qu'elle est tout à fait ravie d'avoir écrit un livre qui a fait changer la société. En quoi ce livre a-t-il fait changer la société? Parce que son titre a été très bien choisi par l'éditeur, sans aucun doute, parce que je ne pense pas que ce soit l'auteur elle-même qui ait choisi ce titre. Il s'agissait de faire la promotion d'un concept qu'on veut imposer dans la loi, qui est celui justement du consentement dans ce genre de matière. Et ce film, effectivement, on reviendra après sur la réflexion que vous faites ici sur la notion de consentement, oui, parce que c'est central sur l'évolution et le débat politique qui est biaisé de par l'utilisation de ce terme. On y reviendra ensuite. Pour avoir les deux pans du traitement qui a été fait à la fois avec le livre et à la fois avec ce film, je voulais revenir avec vous là-dessus. Vous avez publié un article que j'ai trouvé parfait en fait sur le ressenti que j'avais eu en voyant ce film. Vous avez publié dans Marianne un billet sur ce film Le Consentement, donc avec Jean-Paul Rouve dans le rôle de Gabriel Matzneff, Kim Higelin dans le rôle de Vanessa Springora. J'ai été sidéré en fait par à la fois la fictionnalisation qui est faite de cette affaire, où en faisant un film, on la sort du réel d'une certaine manière, et surtout c'est un film qui est volontairement pédophile, avec des scènes de sexualité où, bien que Kim Higelin soit majeur au moment du tournage, ce sont des scènes de sexualité avec un personnage mineur. Donc j'étais sidéré de l'absence complète de traitement, de réaction dans les médias face à ce film clairement pro-pédophile. Oui, mais c'est un film obscène. En tout cas, c'est mon opinion. Mais on trouvait ça un peu déjà dans le livre, parce que dans le livre de Vanessa Springora, déjà, il y avait des descriptions. Franchement, ce n'était pas mieux que ce qu'il y avait dans Matzneff. Bon. Et moi, ça m'amène à dire que c'est
ils n'ont absolument pas l'intention de renoncer à faire la promotion de la pédophilie, pas du tout. Chaque occasion est bonne pour en reparler avec les détails, parce que je sais pas, il y a quelques décennies, on pouvait en parler sans entrer dans les détails, mais maintenant, dès qu'il y a une affaire dans la presse, vous avez des détails absolument insupportables. Et quand c'est transposé à l'image, comme c'est le cas avec ce film, c'est encore plus insupportable. Euh, D'autant plus que ce film est dans la façon même dont il a. Enfin, pour moi, j'avais qu'une seule envie, c'était de partir avant la fin. Si je suis restée jusqu'à la fin, c'est parce que je devais faire une interview juste après. Et évidemment, il fallait que je puisse parler. Enfin, il fallait que j'ai vu le film pour pouvoir en parler. Mais c'était un véritable supplice pour moi. D'ailleurs, en plus, je suis insultée dans ce film, parce que tant qu'à faire, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Je suis traitée de folle. Et, et la façon dont ce film a été, dont l'image a été prise, enfin, c'est vraiment d'une grande crudité. C'est très souvent en gros plan. Et, et après ça, ils ont fait quelque chose qui à mon avis. Alors, le film n'a pas, dans un premier temps, le film n'a pas du tout marché parce qu'il est Oui. extrêmement pénible. Enfin, je pense que vous avez ressenti la même chose. Il est très pénible à regarder. Et parce qu'on a vraiment énormément de scènes de relations sexuelles. Enfin, tout juste si c'est pas de la pornographie, quoi. Il faudrait pas rajouter aller beaucoup plus loin pour que ce soit de la pornographie. Avec une Certaines fille qui certaines scènes s'y réfèrent très clairement et de manière ouverte, ostentatoire, et ça place le spectateur dans la position d'un pédocriminel, soyons clairs. Je n'ose oui, imaginer ce qui se passait dans la tête de pédocriminel en voyant ce film. C'est ce qui m'a voilà, sidéré, hein. Vraiment ce qui m'a sidéré. voilà, c'est ça. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Et, et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors ce qu'ils ont fait après, c'est encore pire. Alors, c'est-à-dire que le film n'est interdit qu'aux moins de 12 ans, ce que j'ai trouvé incroyable, parce qu'avec des scènes pareilles, je ne sais pas quelles sont les différentes tranches d'âge aujourd'hui, je suis pas au cinéma de toute façon, mais 12, enfin, voir ce film à 12 ans, ça me paraît quand même très violent. Et bon, le film n'a pas du tout marché parce que le public, même si les critiques ont été assez bonnes, mais les critiques ont été assez bonnes parce que derrière ça, vous avez la force de frappe de Grasset et de Bernard-Henri Lévy, c'est tout. Mais le public n'a pas du tout suivi. Je crois qu'il y avait en moyenne une dizaine de spectateurs par séance. Et là, ils ont trouvé le moyen de le lancer sur TikTok auprès des ados. Et c'est devenu une tendance sur TikTok où vous aviez des adolescentes, il y avait pas mal de filles qui se filmaient avant et après avoir vu le film, en train de pousser des cris d'horreur, etc. Donc c'est devenu une sorte de film d'épouvante, si vous voulez, visant les ados. Et l'équipe du film avait dit très clairement que c'était leur intention de le montrer aux adolescents à titre préventif. Donc, vous avez Springora l'a dit, Laetitia Casta qui joue le rôle de la mère l'a dit, Rouge, je ne me souviens plus, la réalisatrice l'a dit. C'était très clairement annoncé. Et, et en fait, c'est pas comme ça qu'on fait de la prévention. C'est pas en étourdissant le spectateur sous un flot de sensations violentes qu'on fait de la prévention. Au contraire, je veux dire, quand on montre quelque chose, d'abord on le banalise et ensuite on invite, on invite au mimétisme parce que c'est comme ça qu'on lance les modes, etc. C'est en diffusant certaines images, certains films, et après, tout le monde s'habille de la même façon, tout le monde va écouter la même musique, etc.
Donc, ce film n'a eu absolument aucun effet de prévention, c'est sûr. Donc, il y a vraiment une très grande perversité dans cette histoire, hein. Voilà. Et c'est vrai que oui, je rebondis sur ce que vous dites là, et ça avait été une déclaration, là encore sidérante de Vanessa Springora, qui avait dit ce que vous avez rappelé, je cite, qu'il faudrait presque montrer ce film dans les écoles. Oui, Et sur ce point, difficile de ne pas faire le lien avec ce qu'il se passe et l'arrivée à la rentrée prochaine en septembre 2025 de cette fameuse loi dite éducation à la vie oui, relationnelle, affective et sexuelle dans nos écoles. Et oui. l'enseignement directement des questions liées à l'intimité. Alors, je fais évidemment la différence entre des relations pédocriminelles et ce qui va être enseigné dans les écoles. Il faut quand même être réaliste et prudent. Mais tout ça participe d'une normalisation de la sexualité chez les plus jeunes, avec à la fois l'aspect fictionnel qui est fait sur ce film, le consentement, que l'on adresse directement aux adolescents, et dès le plus jeune âge, dès la primaire, des questions liées à l'intimité qui sortent du domaine familial et que l'on va étaler comme ça dans les écoles. Est-ce que vous y avez vu un lien ou pas forcément? Comment vous voyez cette évolution de la société qui s'inscrit dans ce que nous disions tout à l'heure avec les démarches de gens comme Pierre Simon il y a plus de 50 ans maintenant? Bah, en fait, si vous voulez, pour ce qui est du mimétisme, on a déjà vu, on voit déjà les effets puisque les enfants s'agressent entre eux. Il y a eu une affaire je me souviens plus où exactement, peut-être dans le Midi. On leur montre des trucs, et ben ils vont en faire autant, donc ils vont s'en prendre à d'autres enfants. Et puis, c'est enfin, je ne sais pas exactement ce qui va leur être enseigné, mais ça fait un certain temps. Et une autre chose qui m'avait énormément choquée, c'est Et c'est vrai que sur ce que vous dites là, et pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la notion même de consentement, on voit bien que on tord cette notion-là, parce que quand on parle de jeunes adultes, voire d'enfants, quand on est à 12, 13, 14 ans, ça n'est pas la notion du consentement qui importe, mais bien la capacité à consentir, la capacité à comprendre ce qu'il se passe avant même de donner un consentement ou non. Et on voit bien qu'on tord tout ça, et que le livre de Vanessa Springora participe à l'instauration dans le débat, y compris chez les enfants, de dire mais à partir du moment où vous consentez, tout est possible, mais la capacité à consentir d'un enfant de 14 ans, elle n'est pas établie. Donc on voit bien que tout ça truque un petit peu la réalité. mais de toute façon, je vais vous dire une chose, c'est qu'aucune société fonctionnelle n'a jamais existé sans morale sexuelle. La morale sexuelle, c'est la base de toute société. C'est peut-être pas la seule, mais c'est une des bases. Si vous n'avez pas ça, c'est pas une société que vous avez, c'est la jungle. Et là, c'est exactement ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils veulent que la morale sexuelle, désormais, euh, se résume au consentement. Mais ça veut dire quoi, le consentement? Qui consent? Euh, je crois qu'ils sont. Alors, en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu deux lois de suite, d'ailleurs, sur le seuil de non-consentement à 15 ans, parce que la première avait été retoquée par le Conseil d'État en disant ah oui, mais si c'est un jeune de 18 ans, pourquoi il n'a pas le droit de coucher avec une fille de 15 ans? Bref, ils ont refait une loi et qui a été, enfin, qui est passée. Et maintenant, ils sont en train d'essayer de faire passer une loi sur la définition du viol. Pour l'instant, il y a enfin, il y a quatre conditions dans la loi actuelle. Euh, je ne les connais pas par cœur, je suis désolée. Et ils veulent rajouter le non-consentement en cinquième. Alors, j'ai vu qu'à la fin de l'année dernière, en novembre ou en décembre, cette loi avait été rejetée en commission à l'Assemblée nationale. Et là, elle a été présentée à nouveau. Je ne sais pas si elle a déjà fait l'objet d'un vote, mais en tout cas, ils y tiennent énormément. Et il y a Clémentine Autain, qui est une députée avec laquelle je n'ai pas forcément grand-chose en commun, mais qui dit que ça ne sert à rien. Je veux dire, partout où ça a été, où ils ont passé des lois pareilles dans l'Union européenne, ça ne sert strictement à rien, parce que ça n'ajoute rien à la loi sur le viol telle qu'elle existait auparavant. Et comment voulez-vous de toute façon prouver le consentement ou le non-consentement? Enfin, c'est n'importe
quoi. Et alors, soit vous avez en fait, c'est toujours le magistrat, le juge qui va trancher à l'arrivée, et puis bah, c'est suivant ce que lui ou elle pense. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est pas tant qu'on veut. Il y a d'une part le fait qu'on veuille imposer ce critère aux dépens des autres, mais il y a aussi le fait qu'on veut complètement faire disparaître la législation qui existait auparavant, qui est une législation qui fonctionnait très bien. Alors, il y a eu différentes époques et différentes lois. C'est un sujet qui a souvent été revisité par les parlementaires, qui permet d'ailleurs aux féministes de dire à peu près n'importe quoi, parce que suivant les époques, vous pouvez dire là, les femmes n'étaient pas protégées ou je ne sais quoi. Mais en fait, avant, on avait détournement de mineurs, on avait des notions comme ça qui étaient très claires. Mais ça, ils n'en veulent plus. Ils veulent tout ramener au consentement. Et il y a d'autres volets à cette notion de consentement, et qui est qu'elle s'applique, on peut l'appliquer dans toutes sortes de domaines. Par exemple, en fait, c'est une notion qui vient du droit anglo-saxon. Et avant ça, de la philosophie utilitariste, mercantile, où tout s'achète et tout se vend. Il suffit que quelqu'un dise « bon, allez, je suis d'accord ». Et là, vous avez le consentement de quelqu'un. Et ça a le même… c'est censé avoir la même valeur qu'une autre personne qui aura une intention très, très claire, voire une détermination à faire telle ou telle chose. Donc, il s'agit juste de tordre le bras aux gens, et là, vous avez le consentement. Et dans le passé, cette notion a servi, ou en tout cas a été évoquée pour justifier la légalité de l'esclavage. Parce qu'à la limite, si quelqu'un est d'accord pour être esclave, bah, pourquoi ne pas être esclave, hein? Il y a eu par exemple aussi il y a eu des meurtres où l'assassin a plaidé l'accord de la victime. Apparemment, ça a eu lieu. Il y a même eu des accords écrits. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un est d'accord pour être assassiné que l'assassinat doit être légal? Absolument. Que l'assassinat doit être accepté. Voilà. Là, je me réfère à un livre qui m'avait servi quand je faisais des recherches sur ce sujet, de la philosophe italienne Michela Mazzano, qui s'intitule « Je consens donc je suis ». Et elle explique, en se basant à la fois sur le droit et la philosophie, le consentement, en fait, on peut ramener ça à la servitude volontaire dont parle la Boétie. Est-ce que la servitude volontaire est une bonne chose? Est-ce que le consentement peut tout justifier? C'est ça la question qui se pose. Et à la lumière des trois grands volets de ce que vous venez de nous dire, chère Francesca, sur à la fois les ramifications de l'affaire Matzneff, à la fois l'impunité dont il a profité par des mécanismes de compromat, et à la fois les conditions dans lesquelles est arrivé le livre Le Consentement. Quand on met sur la table ces trois volets-là, et que vous regardez aujourd'hui la société actuelle, est-ce que de nouveaux Matzneff vous semblent possibles, si j'ose dire, si je mets entre guillemets évidemment, est-ce que de telles affaires vous semblent encore possibles à la lumière de ces volets-là, en se disant que si nos sociétés sont dans une impunité complète, quand on parle de gens comme Matzneff, ou avec une gravité moindre, mais des faits quand même reconnus à la télévision, des cas comme Daniel Cohn-Bendit, pour ne citer que lui, quand on voit ce genre de personnage, plus récemment Jean-Marc Morandini, par exemple, condamné pour corruption de mineurs et qui reste à la télévision, alors que CNews avait licencié Éric Zemmour pour une condamnation d'incitation à la haine, des faits différents, mais en tout cas Morandini est toujours à l'antenne. Quand on voit tout ça, est-ce qu'on peut se dire que dans l'ombre, de nouveaux agresseurs du genre sont en place et profitent d'une même impunité, comme a pu profiter Matzneff à son époque, ou pas? Comment vous analysez tout ça? Alors, si vous voulez, moi, en fait, j'essaye de m'éloigner.
ce qui m'intéresse, c'est moins les faits criminels en tant que tels que la promotion de certains comportements à l'échelle de la société. Parce que ce que Matzneff a fait sur le plan privé était épouvantable, et il se trouve que lui-même se vante d'avoir eu au moins 1000 ou 2000 partenaires. Alors, certes, peut-être pas tous mineurs, mais bon, ça c'est épouvantable, on est d'accord. Mais moi, ce qui me semble beaucoup plus grave, c'est que c'est la diffusion de ces idées, et je dirais de cette idéologie au sein de la société. Parce que là, ça crée des vocations, ça donne des idées à des gens qui ne les auraient pas forcément eues autrement. Et ce qui me semble, donc, et d'ailleurs, on voit que ces problèmes même s'ils ont toujours existé, se sont énormément répandus disons depuis mai 68, enfin depuis une cinquantaine d'années. Pour moi, c'est à ce sujet-là que je m'intéresse, et c'est un sujet qui est, ce sont des comportements qui se diffusent justement par le mimétisme, on donne quelqu'un en exemple, et on invite certains à l'imiter. Et puis bon, après, il y a toutes sortes d'autres problèmes dans les idéologies qui sont promues par le haut à notre époque. Pour ce qui est de la couverture de crimes privés, moi, il y a une affaire qui m'a beaucoup interpellée récemment, c'est l'affaire Cottineau. Oui, tout à fait. Parce que là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui est une sorte de parfait militant France Insoumise, qui organise marche des fiertés, associations LGBT, etc., qui reçoit l'agrément de l'ASE pour accueillir des enfants, et qui en profite pour torturer une enfant handicapée de 4 ans et partager cette vidéo avec un grand nombre d'autres pervers, qui d'ailleurs aussi, si j'ai bien compris, c'est un système d'échange de vidéos, voilà. Et même d'organisation de réunions pour commettre ce genre de faits pédocriminels avec d'autres personnes. Enfin, c'est sordide. Le Parisien en avait parlé pour le coup, donc c'est sorti dans la presse subventionnée, donc c'est vrai. Et ça, sous couvert, enfin, je veux dire, avec bon, alors là, c'est pas les médias qui l'ont mis en avant, c'est un parti politique qui a soutenu sa candidature dans des élections locales ou départementales. Municipal. Et ça, c'est très grave. Après, dans les médias, il y a une impunité depuis toujours. Ça, je pense que ça n'étonne personne. Et je ne pense pas que ce soit les glapissements de certaines féministes. Alors, bon, certains seront peut-être choqués par ce terme, mais je crois que je vais le maintenir, qui changent quoi que ce soit. Oui, donc, de toute façon, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que cette opération, le consentement des éditions Grasset, n'a rien à arranger du tout. Oui, c'est certain que ça s'inscrit dans ce mouvement-là. Et ce qui est fou, et je rebondis sur l'évocation que vous faites de l'affaire Pierre-Alain Cottineau, c'est l'instrumentalisation qui est faite aussi des affaires de pédocriminalité. On pense récemment à l'affaire Betaram, qui aurait fait beaucoup plus de bruit si le Premier ministre François Bayrou n'avait pas été mêlé à cela. Parce que sinon, c'était l'affaire parfaite pour une fois de plus taper sur l'Église catholique à cause d'une affaire pédocriminelle, et ce qui est tout à fait mérité, qu'on soit bien d'accord. Mais sur le rappel que vous faites de l'affaire Cottineau, certes, tout de suite, on va être très prudent, je ne dis pas que tous les défenseurs de la cause LGBT sont des pédocriminels en puissance, mais quand on fait ce genre de raccourci avec l'Église, où on dit, vous avez vu, rapporté au nombre d'affaires, l'Église protège des pédocriminels, on pourrait dire aujourd'hui la même chose de militants LGBT à la lumière de l'affaire Cottineau. Et pourtant, les médias jouent à distribuer les bons points, à dire là c'est grave, là c'est pas grave, on met à l'ombre certaines affaires et on monte en puissance d'autres de manière purement intéressée, et ce qui est encore plus scandalisant sur le traitement qui est fait de ce genre d'affaires.
Oui, d'ailleurs, on peut dire la même chose de l'affaire Riaumont, de l'affaire du village d'enfants de Riaumont euh, enfin, où des religieux enseignaient, enfin, récupéraient des adolescents dont une partie étaient des adolescents à problème et qu'ils formaient dans un internat où il y avait aussi, disons, des lycéens sans problème particulier et qui sont attaqués de façon invraisemblable. Dès qu'on s'intéresse un peu au fond du dossier, on voit que c'est là, enfin, je veux dire, à Betaram, il y avait de matière. Là, il y a pratiquement zéro matière et ça n'empêche pas les attaques d'avoir lieu. Et tout ça est très instrumentalisé. Mais je pense que les journaux de gauche comme Libération, ça les arrange, qui ont longtemps soutenu la pédophilie. Ils sont ravis de taper dessus dès lors que c'est l'Église qui les oppose. Hein. Hmm. Oui, et avec certaines situations assez paradoxales. Vous parlez de Libération, qui récemment a été l'un des seuls médias avec Challenge, sauf erreur, à relayer l'affaire de la rue du Bac. C'était en fin d'année Ah, alors 2024, sauf erreur. ça, si vous voulez, je peux vous parler de l'affaire de la rue du Bac parce que je connais Je très vous bien. je vous en prie. Alors, je connais très bien parce que fin 2022, j'avais fait un mailing à différentes personnes, parmi lesquelles il y avait Oméra Cellier, qui dirige une association qui s'appelle Innocence en danger, et qui me demande, donc je lui envoie, enfin c'était par rapport à mon livre et à enfin, ma problématique personnelle, et là elle me demande elle me parle d'une affaire dont a été saisie son association et qui est traitée par l'avocate de l'association, Maître Marie Grimaud. Et c'est comme ça que j'entre en contact avec Inès Chatin. Enfin, à l'époque, elle n'avait pas encore repris le nom de sa mère, elle se faisait appeler Inès Adair. Et j'ai beaucoup travaillé avec elle. Et, et j'avais aussi été contactée par France 2. France 2 s'est intéressée à cette affaire et a enquêté dessus pendant assez longtemps, sans doute un an, je crois, avant de décider de ne pas la traiter. Et la raison pour laquelle... alors, pourquoi Libération? C'est une excellente question. Euh, dans les Libération, a été assez proche de Matzneff autrefois, apparemment avait décidé de taper sur lui. Je ne sais pas très bien pourquoi. Parce que dans cette affaire, si vous voulez, en fait, il n'y a aucune preuve. C'est ça le problème. Hmm. Et alors moi, je ne dis pas du tout que ce que dit Inès n'est pas vrai. Je dis juste que je n'ai jamais vu le début de commencement d'une preuve. Et c'est pour ça d'ailleurs que France 2 n'a jamais traité le sujet. Par contre, Libé, ça ne les dérange pas. Donc ils y sont allés. Euh, et en fait, au départ, il y a une histoire d'adoption qui est une histoire épouvantable, tout à fait vraie et vérifiable, qui est le fait que certains hommes riches, mariés ou pas, euh, dans le cas de la famille de Jean-François Lemaire, le père adoptif d'Inès, il était homosexuel et donc c'était pas possible d'avoir des enfants à l'époque, donc il décide d'adopter des enfants. Et sans aucun doute, il a de très mauvaises intentions à l'égard de ses enfants. Ça ne fait aucun doute. Et le processus d'adoption lui-même est absolument illégal, immoral, tout ce qu'on voudra. Et moi, et Jean-François Lemaire était un ami de Matzneff. Et c'était aussi quelqu'un qui a joué, c'était aussi un escroc. Et c'était aussi quelqu'un qui a joué un rôle politique, notamment au moment de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Il faisait partie d'un groupe de gens qui voulaient faire élire Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. Mais après
après, elle donne des tas de noms. Jean-François Revel, Claude Imbert, Matzneff. Et donc, en fait, elle met en cause des tas de gens basés sur, enfin, sans preuve, parce qu'elle a retrouvé des souvenirs. Il y a quand même un problème avec ces souvenirs retrouvés quand ils ne sont pas étayés par autre chose. Après, moi, sur le fond de l'affaire, je ne mets pas du tout ça en cause. Mais par exemple, il y a, récemment, on a vu dans Le Figaro que les enfants de Revel essayent de comprendre ce qui s'est passé et se disent très perturbés par ces accusations. Oui, Moi, je suis incapable. le journaliste du Figaro évoquait le fait que les preuves qui sont avancées par Libération sont exclusivement à l'intérieur d'un agenda sur la base de rendez-vous entre différentes Exactement. personnes, un agenda sur une temporalité relativement courte et qui peut être décompté par endroits. C'est le papier qui est sorti dans le Figaro, effectivement, il y a un peu moins d'un mois au moment où on se parle. Il y a l'agenda, puis il y a le livre d'or qui prouve simplement que les gens venaient dîner. Donc, moi, je ne sais pas comment traiter ces informations, si vous voulez. Quand je vous ai parlé de l'implication de mon père et probablement de Matzneff avec les services secrets israéliens, je veux dire, j'ai quand même une masse de matière. D'ailleurs, si on me demande les preuves, je veux dire, je peux prouver qu'on est allé s'installer à 200 mètres de l'ambassade d'Israël. Je peux prouver que Matzneff m'a conduite à Bruxelles pour me faire cuisiner par les copains de mon père. Je peux prouver que quand j'avais 19 ans, on m'a fait faire mon premier voyage en Israël, qui était un voyage de presse, et qu'il y a eu d'autres occasions où on a essayé de me recruter, en fait. Moi, je pense que je n'ai jamais compris et ça ne m'a jamais intéressée. Mais je veux dire, moi-même, il m'est arrivé d'avoir des doutes sur des épisodes de mon enfance. Je ne crois pas à cette forme d'hypnothérapie par laquelle les gens retrouvent des souvenirs de viol ou je ne sais quoi. Ces techniques d'hypnose, elles permettent de retrouver aussi bien des souvenirs que des images de cinéma, en fait. Moi, j'ai essayé une fois et j'ai eu notamment des personnages de Walt Disney, les nains de Blanche-Neige. Donc, on peut très bien avoir vu, voire même lu quelque chose et puis que ça vous imprime, ça imprime fortement l'inconscient et après, des années ou des décennies plus tard, c'est ça qui ressort. Après, moi, je ne me sens absolument pas en mesure de dire que ce qu'elle dit n'est pas vrai, mais c'est sans aucune preuve. Oui, c'est vrai que après malheureusement, et là encore sans être ni juge ni quoi que ce soit, hein, pour ma part, mais c'est souvent ce que l'on entend sur ce genre d'affaires, à la fois avec la prescriptibilité des faits ou l'ancienneté des faits. Là, en tout cas, ce qui avait été mis dans Libération, il y a ces noms qui sont donnés sur la base effectivement de rendez-vous, de livres d'or, d'agenda, mais il y a aussi des faits gravissimes et qui, je pense, ne s'inventent pas sur des abus, sur des réunions occultes. Vous parliez tout à l'heure un petit peu de l'aspect occulte Oui. de différents personnages. Sur les faits qui sont relatés, on est quand même au-delà d'un problème d'agenda, quoi. Ce serait quand même assez extraordinaire de penser que tout cela ait pu être inventé. Mais non pas inventé. Je pense pas. Je ne prête pas de mauvaises intentions là-dedans, mais bon, d'après ce que j'ai compris, tout est parti d'une photo. C'est-à-dire que quand ces deux parents, vers la fin de leur vie, ont tous les deux été placés dans un EHPAD médicalisé. Et en vidant alors je ne sais plus si c'est avant ou après le décès, ils ont retrouvé dans un bureau, son frère et elle, une photo déchirée qui montrait des choses épouvantables avec des enfants. Et c'est parti de là.
C'est-à-dire que les enfants, c'était pas elle ni son frère. Euh, enfin, d'ailleurs, je ne pense pas que c'était des enfants qu'elle connaissait. Je veux dire que le Jean-François Lemaire était un gros pervers. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Euh, il utilise une symbolique qu'on retrouve chez Matzneff, comme par exemple, il se faisait appeler Janus bifrons, Janus aux deux visages. Euh, C'était notamment son nom de franc-maçon. Est-ce que dans les détails, je ne dis pas qu'il n'y a rien. Enfin, souvent, derrière les souvenirs, il y a quelque chose. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut se servir de ça sans étayer autrement? C'est ça la question. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, on retrouve dans cette enquête de Libération, on retrouve une fois de plus le nom de Gabriel Matzneff. Et pour revenir, vous, au travail que vous faites, au travail d'enquête, au travail aussi de témoignage, est-ce que ce travail a permis d'une certaine manière aussi de libérer la parole? Est-ce que vous avez été contacté par d'autres victimes ayant peut-être préféré rester dans l'anonymat Ah ou oui, oui, bien sûr. Et j'ai partager? d'ailleurs, Inès est l'une d'elles. Mais oui, j'ai été en contact avec un certain nombre d'autres femmes euh, qui ont connu Matzneff. Alors, il y en a avec qui j'ai noué des relations qui pourraient aller jusqu'à passer des vacances ensemble ou quelques jours ensemble. Il y en a d'autres, c'était des échanges, quelques échanges téléphoniques. Enfin, ça m'a été très utile parce qu'on m'a apporté beaucoup d'informations de cette façon. Ça m'a permis de recouper beaucoup de choses sur lui, sur sa vie. Parce que comme je vous dis, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'est-ce que c'est que ce type? D'où est-ce qu'il sort et pourquoi a-t-il eu une influence aussi nocive? Pourquoi a-t-il pu nuire aussi longtemps en exposant ses idées? Le fait qu'il encourageait d'autres à faire ce qu'il faisait ne fait aucun doute. Et c'est effectivement tous ces faits-là cumulés, c'est assez saisissant en fait, parce qu'on est au-delà de l'impunité. On est dans une pédocriminalité d'atmosphère et des choses qui sont partagées en fait par bien des membres des élites. Oui, alors oui, oui, tout à fait. Moi, je ne dis pas que tous ces gens soient passés à l'acte, que tous ces gens Oui, étaient oui, des pédocriminels. Je ne dis bien sûr. absolument pas ça. Je dis qu'il y avait un système en place pour propager ce genre d'idées et que ça s'inscrit dans la ligne directe de la révolution sexuelle qui a suivi même 1968. Et aujourd'hui, enfin, pour vous dire mon idée, j'ai été très frappée quand Macron a été élu et qu'on a appris qu'à 14 ans, il avait eu une relation avec un professeur de 39 ans. Et je m'étais dit à l'époque, mais est-ce que c'est une façon de faire la promotion de la pédophilie, de la rendre acceptable? Pourquoi est-ce que cette personne n'a jamais été poursuivie? C'est assez incroyable. Et pourquoi est-ce que les médias ont présenté ça comme une merveilleuse histoire d'amour? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est un sujet terriblement d'actualité. Je sais que beaucoup de spectateurs qui nous regardent avaient l'exemple du couple Macron en tête, mais c'est évidemment, ça s'inscrit dans ce que vous dites, ce contexte de promotion où on normalise complètement. Et l'histoire du couple Macron, factuellement, ça n'est même pas une question d'idéologie politique ou autre. Chacun pense ce qu'il veut, on s'en moque. Mais factuellement, c'est une professeure de théâtre qui a 39 ans et est sortie avec son élève qui en avait 14. Et à grand renfort de propagande, les médias ont parlé de love story, d'histoire d'amour extraordinaire. Mais encore aujourd'hui en France, en 2022, sauf erreur du côté de Montpellier, un professeur avait été condamné, un professeur d'EPS, sauf erreur, pour des faits similaires. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une normalisation et que l'histoire du couple Macron, il participe grandement jusqu'à les accusations en complotisme de ceux qui relaient ce que nous disons là, qui est purement factuel, qui se retrouve dans les biographies de Brigitte Macron comme d'Emmanuel Macron. Oui, oui, c'est ça. Et après, quelques années plus tard, quand ils se sont fait photographier et filmer avec des musiciens travestis à l'Élysée, sur le perron et puis dans les salons, alors je me suis demandé si, en plus de la pédophilie,
il faisait aussi de la banalisation du mouvement trans. Et c'est bien à ça qu'on assiste, hein. Mmh. Depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, enfin, il faut tout le temps mettre en avant les comportements trans. Mmh. Oui, complètement et c'est vrai que plusieurs signaux qui renforcent cette supposition-là. Là encore, on n'a pas la preuve formelle d'un papier signé par Emmanuel Macron sur cette volonté-là, mais on peut penser aussi sur la photographie, enfin le portrait officiel d'Emmanuel Macron, de la présence d'un livre d'André Gide. Donc on a quand même un Voilà. élément, bon, voilà, qui déjà dès Oui, le oui, il y début. a toute une atmosphère. Mmh. C'est saisissant, tout ça, chère Francesca. Déjà, un immense merci hein, pour toutes les réponses que vous nous avez proposées aujourd'hui. Un immense merci pour votre témoignage, votre partage et vos éclaircissements sur tout cela. Peut-être le mot de la fin pour finir sur une note. Alors, bien sûr, on remet la couverture de votre ouvrage à l'écran pour aller plus loin voilà, dans vos réflexions, dans ce que vous dites, dans votre regard sur tout cela. Et quelle est peut-être la dernière chose que vous souhaiteriez nous dire aujourd'hui par rapport à tout cela, un mot pour nos spectateurs, pour conclure cet Bah, échange. d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole et je voudrais, en fait, moi, ce que je regrette beaucoup, c'est que ce soit à moi, qui suis à la fois juge et partie, d'enquêter et de publier sur ce sujet. Je pense que c'est une affaire, bah, toute cette histoire que je vous raconte, qui a commencé dans les années 70, est quelque chose de très grave et mériterait que qu'un journaliste qui a davantage de moyens d'enquêter que moi, qui peut aller faire des interviews. Moi, je ne peux pas aller interviewer les copains de Matzneff, je suis désolée, je ne vois pas comment je ferais. Se saisissent, ou une équipe de journalistes se saisissent de ce sujet pour nous faire un portrait, pas seulement de l'individu lui-même, mais des dérives de la Ve République en matière de sexualité, disons. Mmh. Effectivement, que ce soit le détonateur de quelque chose et que ça pousse les gens dont c'est le métier à faire ce travail-là. On À faire l'espère. un vrai travail d'enquête, oui. Absolument. On l'espère et en tout cas, déjà un immense merci pour ce que vous avez fait pour ce travail-là. On le redit, hein, les 2 ouvrages que vous avez publiés, L'arme la plus meurtrière et Le scandale du consentement. Les liens sont dans la description de la vidéo pour nos auditeurs, nos spectateurs qui souhaiteraient acquérir vos livres. Pardon. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Francesca G. Merci beaucoup vraiment pour votre présence sur Juste Milieu aujourd'hui. Merci à vous et à tous vos spectateurs. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, et chers spectateurs. Comme d'habitude, vous le savez, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Allez, au revoir et bonne fin de journée. Ou bonne journée ou bonne soirée, comme vous voulez.